Donc salut à tous et bienvenue à cette nouvelle émission de The Calls. C'est la 3e émission de la saison 5. Et je dois dire qu'à chaque émission je commence par salut à tous, mais en fait c'est la première fois qu'on voit autant de monde à une émission de The Calls. C'est vraiment totalement exceptionnel. D'habitude on est 3, là on est 100 000, donc je suis vraiment très content. J'espère que vous êtes contents d'être ici. Donc là en face de moi j'ai que des anciens élèves d'Hastings, c'est ça? Et vous êtes tous en seconde? Donc alors... Non? Vous êtes pas tous en seconde? D'accord, ok. Il y en a qui viennent pas d'Hastings? Vous venez d'où sinon? Ok. Bon, voilà. J'espère que vous êtes contents d'être ici. Pendant toute l'émission, si vous voulez dire quoi que ce soit, vous levez la main et je pourrais pas aller très très loin avec mon micro, je vais quand même essayer de me rapprocher, au pire vous pourrez vous lever. Voilà. Donc je vais d'abord présenter un petit peu l'équipe qui est avec nous. On a d'abord Hugo Adam, qui est mon homme à tout faire. Salut. Qui fait le montage, qui fait le son, qui est là depuis 2 ans. Clément, qui est là depuis 3 ans, qui fait très mal l'animation. Mais on sait pas pourquoi je suis là, mais je suis là. Voilà. On a 2 nouveaux de cette année qui sont Octave et Mathéo. Et un nouveau juste pour cette émission, là, exceptionnelle, qui est Mathieu. Bonjour. Mais ce qui est vraiment particulier dans cette émission, c'est qu'on a 3 invités de renom, si je peux me permettre, que je vais solliciter pour qu'ils se présentent. Tout d'abord, bonjour Gérard Fournier. Oui, c'est moi, mais bon, il y en a plusieurs qui m'ont reconnu dans la salle. Donc, que vous dire, ancien professeur d'Hastings, puisque j'ai pris ma retraite à compter du 1er septembre. Je suis aussi historien, chercheur. Je m'intéresse tout particulièrement aux 2 guerres mondiales. Voilà, je crois que je peux m'arrêter là. Et si je ne m'abuse, vous êtes expert en résistance, c'est ça? Alors, c'est un des... Oui, effectivement, c'est une de mes spécialités. L'histoire de la résistance en Normandie, notamment. Je dirige une collection chez un éditeur de Condé-sur-Noireau, les éditions Corlet, qui s'intitule précisément La résistance en Normandie. D'accord, vous me rassurez parce que toutes mes questions étaient sur la résistance. Donc on a avec nous aussi également Patrick Nicole, je vous invite à vous présenter. Bonsoir, Patrick Nicole, je suis conseiller municipal délégué à la mémoire et aux anciens combattants et vice-président du mémorial, donc membre de l'équipe municipale. Je dois d'ailleurs excuser Joël Bruno qui n'a pas pu venir ici ce soir et qui m'a demandé de le remplacer, de le représenter comme on dit habituellement. Voilà. Et étant donné qu'il a beaucoup de travail, pour lui faire plaisir, on va essayer de finir en moins d'1 heure, si on est performant. Et on a également avec nous Franck Lecomte. Bonjour Franck Lecomte. Bonjour, donc je suis donc le directeur d'un organisme qui ne va pas vous dire grand-chose, le service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Donc c'est un établissement public du ministère des Armées. Et je viens ce soir non pas pour vous proposer un contrat d'engagement à servir dans les armées, mais pour parler effectivement de la mémoire de la Grande Guerre. Merci à vous 3. Jusqu'ici, j'imagine que personne n'a de questions ou d'objections sur leur présentation, il n'y a pas de souci. On va pouvoir passer à l'interview alors. Bon alors pour que ce soit facilité, je pense que je vais commencer avec 1 ou 2 de mes questions à moi, histoire de nous mettre dans le bain et après si quelqu'un a une impulsion, qu'il n'hésite pas à lever la main. Du coup, vous y avez déjà un peu répondu tout à l'heure, mais Monsieur Fournier, est-ce qu'il s'agit du premier... Oui, parce que là, on est là aussi pour parler de plusieurs projets historiques qui sont les vôtres, qui sont l'échange avec les classes de Verdun et également la commémoration avec les 200 jeunes Canets. Vous pouvez en parler si vous voulez. Oui, c'est surtout ça. Bon, l'échange avec Verdun, un mot, parce que malheureusement, il s'est achevé avec l'année scolaire dernière. Il a duré 15 ans, cet échange. Il réunissait des 2 classes, une classe du collège Buvigné à Verdun, dans la Meuse, et une classe du collège Hastings, et qui se rendaient visite. Les premiers, c'était les collégiens d'Hastings, qui partaient en octobre sur le champ de bataille de la Meuse. Ils étaient reçus dans les familles de correspondants meusiens. Et puis, ils rendaient l'appareil en mai ou juin pour les accueillir les Verdunois qui venaient découvrir les plages du débarquement et tous les principaux sites de la bataille de Normandie. Alors évidemment c'était commode au moment du 11 novembre, de la cérémonie du 11 novembre, de solliciter des élèves volontaires qui revenaient de Verdun pour leur demander d'écrire un texte et de le lire, place Foch, devant toutes les autorités rassemblées,
Donc on arrivait toujours à trouver généralement 2 élèves qui acceptaient de faire ça. Et c'était très intéressant parce que c'était connecté à cette découverte faite sur le terrain, à cet approfondissement des connaissances qui étaient directement liées, comme vous le savez, au programme de 3e, mais aussi qui donnait du sens à cette cérémonie. Et je crois que le deuxième point le plus important, c'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle je suis ici aujourd'hui, c'est de vous inciter à participer à cette cérémonie du 11 novembre, samedi 11 novembre prochain, place Foch, de manière à représenter la mémoire, l'identité et la mémoire des, cette année, 151 soldats de camp morts au cours de l'année 1917. Très bien. Et du coup, si je suis pas totalement perdu, il y en a parmi vous qui ont dû accueillir des Verdunois, c'est ça? Et tout s'est bien passé? D'accord. Ok. Du coup, vous étiez en train de nous inviter justement à participer à cette commémoration. Je voulais vous dire qu'il me paraît indéniable en fait qu'être mis face à 200 jeunes qui correspondent, à peu près à 200 jeunes qui correspondent aux morts cannées de la Première Guerre mondiale, ça donne une perspective nouvelle ainsi qu'un vertige de ce conflit, je pense. Et en fait, je voulais demander s'il s'agissait là de votre pierre à l'édifice de la mémoire ou est-ce que c'était déconnecté de cette intention? Non, il est certain qu'à chaque fois, l'objectif principal, c'est de rendre hommage à ces combattants de la Grande Guerre. Pour moi, j'ai toujours une pensée pour mon grand-père, Henri Fournier, auquel je faisais souvent référence dans mes cours de 3e et mes anciens élèves qui sont présents ici s'en rappellent. On pense à tous ces combattants qui sont partis le dimanche 2 août 1914. Équipés dans leur régiment pour aller vers leur destination, la destination qui leur était assignée. Alors, à chaque fois, je crois que ce qui est important, c'est de relier l'histoire familiale, l'histoire de chacun à cette grande histoire. Quand on arrive à ça, je crois que nous, les enseignants, les pédagogues, les historiens, on a gagné. On a gagné parce que on a aidé les jeunes à faire ce lien qui n'est pas toujours fait. Car on est bien obligé de constater que la mémoire familiale de la Grande Guerre disparaît. Elle disparaît lentement. Alors quelquefois, il reste dans les familles des archives, des photos, une photo jaunie, un livret militaire, quelques décorations. Et le tout, c'est de faire en sorte que ces objets-là redonner du sens d'abord aux membres de la famille qui ont combattu, et puis à la grande histoire, celle que nous enseignons dans les classes des collèges et des lycées. Très bien, merci beaucoup. Et du coup, c'était pas du tout une question que j'avais prévue, mais elle me vient à l'esprit là pour vous, Patrick Nicole. Question un peu plus politique, c'est donc au niveau de la gestion de la cité, comment on met en place le devoir de mémoire et également de la mémoire familiale, comment on préserve ces vestiges de temps périlleux. Je vois que vous utilisez le mot politique au sens premier du terme, à savoir la vie dans la cité. Je vous en félicite, c'est vraiment ce qui nous importe. Oui, bien sûr, c'est important. Le fait même qu'il y ait une délégation à la mémoire et aux anciens combattants dans l'équipe municipale fait qu'on y attache beaucoup d'importance. C'est évidemment la mémoire des familles, mais aussi la mémoire des lieux. Je suis en train d'essayer de sauver, par exemple, l'un des derniers baraquements américains existant encore et en bon état sur la ville de et j'espère bien pouvoir y arriver. Donc pour nous, c'est très important. Et en tant que vice-président du mémorial, je vous rappelle que nous avons à Caen un musée qui est un musée de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, qui reçoit près de 100 000 visiteurs par an et qui est connu non seulement en France, mais aussi en Europe et ailleurs. D'ailleurs, je ne veux pas créer de polémique ni quoi que ce soit, c'est juste que vous parlez du mémorial. Donc, il y a une question que je me pose souvent en voyant le mémorial, c'est comment en fait préserver la mémoire sans tomber dans le sensationnel. Je dis pas que le mémorial est sensationnel, hein, mais c'est un grand édifice, pas forcément intimiste. En même temps, on n'est pas sur la mémoire de la Shoah, on est sur l'expérience combattante, donc c'est pas forcément la même intention. Et c'est une question que je me pose juste et qui vaut pour vous trois, comment on fait pour conserver la mémoire sans tomber dans le sensationnel? Vous évoquez la mémoire de la Shoah, il y a un espace
qui a été multiplié d'ailleurs au mémorial sur la Shoah. Et je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il est sensationnel au sens on fait dans la culture du fait divers. Non, pas du tout, c'est tout le contraire. Si le directeur du mémorial a par exemple été demandé à New York pour créer Ground Zero, le musée qui existe maintenant à l'endroit des anciennes tours jumelles du World Trade Center, c'est parce qu'on a fait appel à son expertise scientifique. Donc vous voyez qu'on est loin du sensationnel et de la culture du fait divers. Je voulais vraiment pas être dans la polémique, c'était juste pour parler. Je vous réponds du tac au tac. D'accord, merci beaucoup. Sinon, est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou je continue dans mon coin? Bonjour Monsieur Michaud, vous allez bien? Clément, est-ce que tu as une question ou je continue? Écoutez, pour ma part, moi j'avais une question pour vous, du coup, Monsieur Fournier. C'était vis-à-vis de la place de la Résistance et pas uniquement en Normandie, du coup, tout autour de la France et principalement à Paris. Avec la classe de terminale littéraire, on a fait du coup un parcours sur la mémoire à Paris, y compris sur la mémoire résistante. Et on s'est rendu dans des lieux qui sont assez importants, je pense que vous serez d'accord avec moi, surtout que vous êtes historien. Donc normalement le lieu de réunion du groupe Manoukian. Et on a observé qu'à Paris, la mémoire qui était très importante était la mémoire de la Shoah. Notamment sur toutes les écoles, on pouvait voir une plaque, mais sur un lieu important comme le lieu de réunion Manoukian, aucune mention, rien, même les habitants, même ceux y habitant depuis très longtemps, n'en savaient rien. Peut-on juste faire une petite précision sur Manoukian pour que tout soit bien clair? Oui, alors le groupe Manoukian, c'est un groupe de résistance qui appartenait à la MOI, c'était des FTP. MOI, c'est-à-dire francs-tireurs et partisans, main-d'œuvre immigrée, qui qui appartenaient à la mouvance communiste, on va dire, globalement. Et donc, ce groupe s'est lancé dans l'action directe très rapidement en faisant des attentats, des sabotages contre les Allemands, contre d'abord les équipements, les matériels allemands, mais aussi contre les hommes. Et ils ont été activement recherchés jusqu'à ce qu'ils soient tous arrêtés les uns après les autres. Et les Allemands ont voulu instrumentaliser cette arrestation en fabriquant cette célèbre affiche, l'affiche rouge, en la présentant de manière symbolique pour essayer de discréditer la résistance, et pas simplement la résistance parisienne, mais la résistance en général, en prenant soin de mettre en relief leurs noms à consonance étrangère, polonaises entre autres, arméniennes, etc., et de faire en sorte que la population se détourne de ces résistants très actifs. Alors, il y a eu cette affiche, il y a eu aussi d'autres actions de la propagande nazie dans ce sens-là. Alors, la mémoire, elle est toujours sélective. C'est vrai qu'on va davantage accorder d'importance à telle ou telle personnalité, tel ou tel mouvement ou réseau de résistance, et puis en oublier d'autres. Mais c'est aux historiens de rétablir l'équilibre indispensable, d'approcher au plus près de la réalité historique, de manière à ce que personne ne soit oublié, qu'aucune des composantes en l'espèce de la résistance française ne soit oubliée. Ça, c'est important. Merci. Bien sûr. Pardon, allez-y. Si je puis me permettre, et pour compléter le propos de M. Fournier, et aussi elle évolue dans le temps, la mémoire, puisqu'on est passé de 1945 à nos jours, du mythe résistentialiste à une mémoire assumée, à ce que le philosophe Paul Ricoeur appelle une juste mémoire. Vous faites allusion du coup notamment au discours de Chirac au Veldiv en 95. Oui. 95, oui. C'est ça. Très bien. Une question principalement pour vous, Monsieur Fournier. Je suis désolé, Monsieur Lecomte. J'ai pas énormément de questions, je les ai pas prévues. J'y réfléchis, vous inquiétez pas. Donc une question essentiellement pour vous, Monsieur Fournier, et à laquelle vous pouvez aussi potentiellement répondre. C'est vous parliez tout à l'heure de cette mémoire familiale de la Première Guerre mondiale qui pouvait se perdre. Et en fait, moi, une interrogation que j'ai, c'est quand on est sur un lieu de champ de bataille comme ça, un lieu purement, fondamentalement historique,
Est-ce que finalement ça parle au niveau des élèves davantage à la réflexion ou davantage aux émotions et aux sensations? Je crois qu'il faut les deux, me semble-t-il. Il faut à la fois de l'émotion, peut-être commencer par là, et puis après saisir les événements, et puis se mettre à réfléchir, à se poser des questions. Mais je crois que l'émotion, c'est pour nous les enseignants un bon point d'appui. Alors il y a différentes sortes, hein. On peut partir d'un témoignage. Le mieux, c'est de partir d'un véritable témoin. Mais hélas, ils sont de plus en plus minoritaires. Enfin, il y en a de moins en moins. Dans le département du Calvados, je ne vois guère qu'un seul résistant déporté qui puisse encore venir dans les classes, qui accepte encore de venir témoigner. Et quand les élèves ont la chance de pouvoir avoir ce témoignage en direct de quelqu'un qui a connu la guerre, qui est capable de dire voilà, je me suis engagé dans la résistance pour telle et telle raison, j'ai payé le prix fort, car le plus souvent, au bout de cet engagement, eh bien, il y a l'arrestation, souvent la torture et, dans le meilleur des cas, la déportation vers les camps nazis, dont on ne revient pas toujours. Et il y a d'abord l'émotion qui joue indéniablement. Et puis alors après, il y a le professeur d'histoire, hein, qui apporte les connaissances. Ça, c'est très très important, qui va vous donner le cadre général, mais qui ne vous dispense pas d'approfondir les choses par des lectures, par d'autres témoignages, par des films, y compris des films de fiction. Hein, tout ça nourrit, permet d'approfondir les connaissances et de nourrir la réflexion. Voyez ? Donc moi je pense qu'il ne faut pas les opposer. Hein. C'est complémentaire. C'est très important. Le choc de la rencontre avec un homme ou une femme, avec un lieu chargé d'histoire. Et quand nous allions dans la Meuse, par exemple, et que on commençait souvent la visite devant l'ossuaire de Douaumont. L'ossuaire de Douaumont, c'est un bâtiment très très impressionnant. Et puis au pied de cet ossuaire, vous avez une nécropole nationale avec quelques 10 000 tombes. Tout de suite, vous comprenez que la guerre, c'est quelque chose d'épouvantable. Hein. Et à chaque fois, les élèves, lorsqu'on on leur demandait de faire un bilan, de dire ce qu'ils avaient pensé, bien, c'était d'abord le premier choc de cette découverte-là. Je pense à un autre endroit qui est très important dans le département de la Meuse, c'est le site de Vauquois qui est emblématique de la guerre des mines. Quand on distribue, lorsque les bénévoles de l'association qui s'occupe de faire visiter Vauquois, un petit village situé à 30 km de Verdun, au nord-ouest de Verdun, et qui occupait un promontoire très important, lorsqu'on leur donnait un casque aux élèves et une lampe de poche, et puis qu'ensuite on les emmenait dans les galeries du côté allemand, puis du côté français, j'aime vous dire que l'émotion, elle était très présente, et puis que c'est gravé dans la mémoire pour des années, ça. Et donc c'est très très important. Justement, je vais me permettre d'intervenir à ce sujet, faute de questions. Donc, Monsieur Fournier parlait justement vous parliez des champs de bataille. Monsieur Fournier nous évoquait la visite des cimetières militaires, des hauts lieux de la mémoire. Et moi, je voulais appeler votre attention justement sur le fait que, effectivement, en ce qui concerne la Grande Guerre 14-18, nous n'avons plus de témoins directs. On a perdu le dernier combattant français de la Grande Guerre en 2008, donc ça fait déjà quelques années. C'était Lazare Ponticelli. On en a fait un événement national avec la disparition du dernier poilu. Les combattants de 39-45, Monsieur Fournier, vous disiez justement que malheureusement, là aussi, le gisement, si je puis dire, entre guillemets, commence à s'amoindrir. Il nous citait encore un seul déporté résistant en mesure d'aller témoigner dans les établissements scolaires. À Caen. Eh bien, en fin de compte, je veux appeler votre attention sur le fait que là, vous vivez un tournant. Nous, on a vécu plusieurs tournants parce qu'on est assez âgés par rapport à vous. On a connu les témoins directs et les poilus de la Grande Guerre, cette mémoire de chair que l'on a rencontrée, que l'on a touchée, avec qui on a échangé.
Et maintenant, en ce qui concerne 14-18, vous êtes en relation, donc certes avec l'histoire, avec la transmission des témoignages oraux, enregistrés ou écrits, mais vous êtes plutôt au contact avec la mémoire de Pierre, c'est-à-dire les cimetières militaires, les monuments, les hauts lieux de la mémoire nationale. Alors je vous en parle, pourquoi ? Parce que mon administration a pour mission justement d'entretenir cette mémoire de Pierre. Nous entretenons je crois que c'est 274 cimetières militaires français et les hauts lieux de la mémoire nationale, l'ossuaire de Douaumont, la nécropole, le Mont Valérien, etc., etc. Donc ça, à mon avis, c'est très important qu'en ce qui concerne le premier conflit mondial, vous puissiez aller concrètement visualiser cette mémoire de Pierre, parce que vous allez ressentir des émotions, vous allez découvrir des tombes, et sur ces tombes, bien souvent, il y a la date de naissance du soldat qui est mort, et aussi sa date de décès. Vous allez vous rendre compte finalement que ça correspond à l'âge de votre grand frère, peut-être. Ça peut vous toucher personnellement. Donc je vous engage à faire ces voyages mémoriels dans ces cimetières. C'est pas toujours très agréable d'aller dans un cimetière. On y va quand on est jeune à contre-cœur. Mais regardez tout ce qu'on peut faire autour d'un cimetière qui est aussi chargé de symbolisme pour la paix, puisque nulle part ailleurs on a une autre vision du drame absolu que peut être une guerre, surtout une guerre mondiale. Et je vous engage, en ce qui concerne les travaux, vos réflexions sur la Seconde Guerre mondiale aussi, à profiter du fait que vous êtes en scolarité, dans ce lycée, vous êtes à un moment où vous pouvez encore aller à la rencontre, au contact des derniers acteurs de la Seconde Guerre mondiale. Ça n'a pas duré longtemps, c'est une question d'années. Donc à travers un certain nombre d'actions pédagogiques, de concours, comme par exemple le concours national de la résistance à la déportation, vous pouvez entrer en contact avec ces gens-là, échanger, et en retirer une expérience qui va vous poursuivre, mais dans le bon sens du terme, tout au long de votre existence, et que vous-même, vous pourrez évoquer certainement plus tard avec vos enfants, ou même bien plus tard, bien plus tard, avec vos petits-enfants. Ne manquez pas ce rendez-vous qui est possible. Merci beaucoup. Merci. Je trouve ça très juste. Toujours pas de questions ? Je pense que... D'accord. Si jamais, je pense que j'ai assez de fil pour me déplacer jusqu'à vous, pour que vous n'ayez pas à venir, donc n'ayez pas peur. Non, toujours pas de questions ? Bon. Moi, je voulais poser la question de cette année, enfin, ces 4 années-là, de 2014 jusqu'à 2017, c'est le centenaire de cette guerre. Donc, évidemment, j'imagine que c'est un peu plus... L'événement est un peu plus spécial que les années auparavant, mais qu'est-ce que cette année va nous apporter encore en plus sur la mémoire des anciens combattants? Qu'est-ce qui pourrait cette année nous pousser à venir voir reconstruire la mémoire? Si on parle de Caen, puisque je représente la ville de Caen ici, en 2014, le maire Joël Bruno a décidé, grâce à M. Fournier et à ses travaux, parce que M. Fournier a recensé tous les noms des soldats canets morts entre 1914 et 1918, et le maire a décidé, c'était lors de la cérémonie qui suivait à l'hôtel de ville, la cérémonie du 11 novembre 2014, de faire graver dans la pierre sur le monument aux morts de la place Foch tous les noms des soldats canets morts entre 14 et 18. Nous ferons cela, nous dévoilerons ces noms le 11 novembre 2018. Donc pas ce 11 novembre, mais celui de l'année prochaine. Et je tiens à remercier M. Fournier pour son travail remarquable de fourmi qui nous a permis de retrouver tous ces noms et de le graver sur le monument de la place Foch. On s'est aperçu, en effet, c'est quand même assez extraordinaire, qu'il n'y a aucun endroit à Caen, depuis toujours, n'existaient les noms des soldats morts entre 14 et 18 rassemblés sur un monument, comme c'est le cas partout ailleurs. Donc nous allons réparer cela et nous allons le faire. Je ne sais pas si ça répond à votre question, enfin ça répond un tout petit peu à votre question, en tout cas sur le marché local, si je puis dire, oui, considérant la ville de Caen. Maintenant, je vais laisser la parole peut-être à mes camarades. Je peux dire mes camarades. Alors, bon, d'abord... En quoi, la question est bien posée, comment faire en sorte que vous assistiez un jour férié, le 11 novembre, que vous preniez 2 heures de votre temps pour une cérémonie qui officiellement commence à 11 heures et se termine vers midi.
mais il faut y être 3/4 d'heure auparavant. D'abord, vous allez être porteur de l'identité d'un soldat. Porteur au sens propre avec ce petit cartel, enfin j'en ai pris un exemple, pris les années précédentes, un petit cartel magnétique qui comporte, outre le logo du centenaire, l'identité, une petite partie de l'identité d'un soldat, avec son nom, son prénom, son grade et son régiment. Et, en l'occurrence, ici, Ferré-Henri, soldat au 74e régiment d'infanterie. Donc, chacune et chacun d'entre vous, on va vous remettre une plaquette magnétique comme celle-ci, et vous allez, devant toute l'assistance, aller le placer sur un tableau. Pendant ce temps-là, nous allons faire l'appel des morts de l'année 1917. Donc, vous avez un petit rôle, c'est vrai, mais pendant quelques instants, vous allez être porteur de l'identité, de la mémoire d'un soldat. D'un soldat mort en 1917. Et puis vous allez faire le tour du monument. Ce sera l'occasion de voir de plus près les deux bas-reliefs, celui qui est signé de Saladin Pratt, qui est l'ancien directeur du musée des Beaux-Arts du Havre, du côté de la Prairie, qui représente une relève. Il y a très très peu de monuments aux morts en France qui représentent la relève. Qu'est-ce que c'est qu'une relève? Ce sont des troupes fraîches qui viennent relever en première ligne les soldats qui s'y trouvent depuis une semaine ou davantage. Bon. Donc ces relèves étaient des moments extrêmement attendus, bien sûr, pour ceux qui étaient en première ligne. Quand vous aurez contourné le monument, bien vous verrez l'autre bas-relief signé Bigot, Alexandre Bigot, qui représente le coq gaulois terrassant l'aigle allemand. Bon, et puis vous reviendrez à votre place initiale. Bon, donc pour pouvoir participer et pour pouvoir recevoir une invitation, j'en profite, il faut, à l'issue de cette rencontre, vous inscrire. Tout est prévu par votre CPE qui a fait un document vous permettant de vous inscrire, et vous allez recevoir dans un premier temps une invitation officielle, un très beau carton officiel qui est co-signé par Monsieur le préfet du Calvados, Monsieur Laurent Fiscus, et Monsieur le maire de Caen, Monsieur Joël Bruno, et qui vous servira à la fois pour participer, pour faire en sorte que vos parents puissent stationner sur le parking de la Prairie, et ultérieurement, s'ils souhaitent participer, assister à la réception à l'hôtel de ville. Et puis vous recevrez à l'issue de cette cérémonie, soit en assistant à cette réception donnée par M. Joël Bruno, soit par l'intermédiaire de vos professeurs, cette attestation elle-même co-signée du préfet du Calvados et du maire de Caen. Ça vous fera un souvenir, et j'espère que vous ne regretterez pas d'assister de prendre 2 heures de votre temps. Qu'est-ce que c'est que ces 2 heures pour avoir participé sans doute pour la première fois de votre vie à une cérémonie qui a une certaine grandeur sur la place Foch à Caen. Autrefois, quand je dis autrefois, c'est dans ma jeunesse, on ne se posait pas la question. Dans les villages, l'instituteur emmenait toute sa classe le 11 novembre au monument aux morts. Et ça, c'était quelque chose qui était naturel. Les familles étaient présentes. Quelle famille française n'a pas été endeuillée en 1914-1918 et donc là, la mémoire familiale fonctionnait à plein, parce que c'était des événements qui étaient proches. Maintenant, ça fait un siècle. Donc cette mémoire a tendance à disparaître, il faut bien le reconnaître. Aujourd'hui, ce sont les enseignants qui sont sans doute les mieux placés pour redonner du sens à cette cérémonie, pour vous donner envie de venir. Alors le mieux, c'est quand cette cérémonie est adossée à un projet pédagogique en amont. On parlait tout à l'heure de l'échange avec Verdun. On ne peut pas demander à tous les enseignants de faire un échange d'une semaine avec un établissement de la Meuse, mais ça peut être une simple exposition. Moi, très régulièrement, au collège Hastings, je sollicitais mes élèves pour leur demander s'ils n'avaient pas conservé
un objet, un document émanant d'un arrière-arrière-grand-père. Et à peu près régulièrement, tous les 2 ou 3 ans, on avait matière à faire une exposition qui avait une certaine tenue, parce que très souvent, qu'est-ce qu'on a conservé, outre les documents que j'indiquais tout à l'heure, des objets qu'on appelle l'artisanat de tranchée, peut-être en avez-vous chez vous, hein. C'est-à-dire des objets qui ont été confectionnés au front, en arrière, dans l'arrière proche du front, au moment où les soldats sont au repos. Et là, les plus habiles d'entre eux confectionnaient des bagues, des briquets, des cannes sculptées, ou bien utilisaient la matière première qui avait en abondance, c'est-à-dire les douilles d'obus en cuivre. Et certains ont fait des chefs-d'œuvre avec ça. Et ça dort dans les familles, dans les tiroirs, des commodes, etc. Parfois, on ne sait plus trop à quoi le rattacher, à quoi ça sert. Moi, je me souviens d'une année d'un élève qui est venu avec une dinette qui appartenait à cette catégorie des objets dits d'artisanat de tranchée qui avait été fait avec le cuivre d'obus. Et ça, c'est très important. Je pense qu'il faut, en amont, une réflexion, un projet. Donc ça peut être une exposition, ça peut être une visite, ça peut être quelque chose de plus ambitieux. Mais j'espère que je vous donne envie de pouvoir vous inscrire, car c'est un engagement qu'on vous demande en fait. Un engagement à la fois sur le plan historique, mais aussi d'éducation civique. Hein. Je crois que c'est le moment, le 11 novembre, où il faut se souvenir de tous les morts pour la France, pas simplement ceux de 14-18, mais les autres aussi. Et c'est ce moment-là qui est privilégié. Partout en France, au même moment, on se réunit dans le moindre village, autour, le plus souvent, d'un monument aux morts. Juste 2 mots pour parler justement de l'actualité de 1917. On commémore 1917, le 100e anniversaire. Donc la magie du 100e, mais la magie, elle dure depuis 2014. Donc c'est long un cycle mémoriel aussi, 2014 à 2018. Il faut tenir la distance. C'est une course de fond. Mais effectivement, chaque millésime représente à lui seul un certain nombre de spécificités, outre le déroulement du conflit avec les différentes batailles auxquelles nos alliés progressivement se sont associés. Mais j'appelle votre attention, et là ça nous relie directement à l'actualité, et ça va vous parler. 1917, c'est la création en juillet, par la loi du 22 juillet, je crois, d'un statut. Un statut dédié aux enfants, aux jeunes de votre âge ou plus jeunes, qui ont perdu leur papa. C'est la première fois que la France était confrontée à une guerre de masse, et c'est la première fois que les pouvoirs publics étaient confrontés à des situations où il y avait autant d'enfants, 800 000, qui avaient perdu leur père, et dont la maman, à l'époque, ne travaillait pas ou très peu. Enfin, vous connaissez la situation de la France à cette époque. Donc il fallait trouver une solution pour que ces enfants puissent être élevés dignement, habillés, puissent manger et puissent aller à l'école, éventuellement suivre des études. Et on a créé un statut du pupille de la nation, c'est-à-dire que l'État, via un tribunal, adopte l'enfant, sa mère en garde bien évidemment la garde, la charge, mais l'État vient aider financièrement la maman pour entretenir les enfants. Alors pourquoi je vous parle de ce statut? Parce qu'il a été créé certes en 1917, il était un peu tombé en désuétude depuis, heureusement, c'est heureux, mais vous avez bien sûr entendu parler à l'abondance du terrorisme, de nos missions que nos armées effectuent à l'étranger, des victimes d'attentats terroristes qui ont été tuées, blessées dans leur chair, et du nombre d'enfants qu'il a fallu par la suite adopter. Donc ce statut est d'une brûlante et d'une cruelle actualité. Et place Foch, le 11 novembre prochain, à 11h, outre vous, jeunes gens, qui êtes invités à participer pour sortir de l'anonymat le nom de ces poilus tombés en 14-18, nous inviterons aussi les pupilles de la nation qui sont encore de ce monde. Pupilles de la nation de la Seconde Guerre mondiale, évidemment, donc j'ai un certain âge, de la guerre d'Indochine, de la guerre d'Algérie, mais aussi les pupilles de la nation
des morts en opération extérieure, leurs enfants, et des victimes d'attentats terroristes. Et nous en avons beaucoup dans le Calvados. Et vous verrez, il y a des jeunes très jeunes, beaucoup plus jeunes que vous, parfois, notamment un petit garçon qui a quelques mois, dont le papa est mort au Bataclan. Donc vous voyez l'actualité, en fin de compte, de ce statut et d'un certain nombre de dispositions législatives, réglementaires, de création de structures qui remontent à l'origine, à la Première Guerre mondiale. Merci beaucoup. On va doucement approcher de la fin de l'heure sur laquelle on voulait vous déranger. Nous, on a prévu quelques petits trucs après, mais voilà, après, on ne veut pas vous embêter plus. Une dernière fois, je ne veux pas vous harceler, hein, mais Clément m'a dit qu'en fait, vous aviez prévu aucune question parce que vous aviez été mis au courant assez tard. Mais ouais, quoi? Ah mince. Bah, l'information, hein, c'est compliqué dans certains lycées. Bon, on s'en sort. Mais si jamais vous avez une impulsion, une question, moi je me demande juste, Monsieur Fournier, vous avez intérêt à répondre avec vivacité. Est-ce que c'était un bon professeur? Oh là là. J'ai entendu un très bon. Voilà. Non, mais jamais un élève ne sera capable de dire la vérité, donc cette question est absurde. Voilà. Non, mais la vérité qui peut être positive. Même dire des compléments, c'est compliqué, donc voilà. Attrape-toi, c'est Ouais, c'est ça. Bon, bref, on va peut-être changer de sujet. Bon, alors moi j'avais une dernière question en fait, étant donné qu'on est dans une radio lycéenne, qui plus est l'appel de Charles de Gaulle, la radio s'appelle The Call Charles de Gaulle, on est à l'appel. Oui, c'est bon, j'explique. J'aurais voulu savoir, j'imagine qu'entre la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, la radio n'est plus la même. Et en quoi la radio a pu changer le cours de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale? Quel impact a pu avoir son évolution sur les deux conflits? Et voilà, c'était ma question. La radio n'a pas changé le cours de la guerre, mais elle joue un rôle important. Hein, elle joue un rôle important. Permettez-moi un souvenir personnel. Lorsque il y a une personnalité française qui a œuvré toute sa vie pour empêcher la guerre, c'est Jean Jaurès. Et mes grands-parents qui habitaient au Mans, qui étaient tous les deux instituteurs, le grand-père donc combattant de la Grande Guerre, lorsqu'ils ont entendu à la TSF, on l'appelait ainsi la radio à cette époque-là, Jean Jaurès est mort. Eh bien, l'annonce de cette à la radio de cette mort a tout de suite signifié pour eux, c'était la guerre. Oui. Vous savez qu'il a été assassiné au restaurant le Croissant à Paris le midi, alors qu'il venait de quitter le siège social de l'Humanité, et tout de suite des millions de Français ont, par le truchement de la radio, compris que tous ces efforts avaient été vains et qu'on n'allait pas échapper à la guerre. Et quelle guerre! Alors ensuite, pour faire le lien avec la Deuxième Guerre mondiale, la radio joue un rôle très important. Bien sûr, on pense immédiatement au général de Gaulle avec son appel du 18 juin 1940 que très peu de Françaises et de Français ont entendu parce qu'il n'y avait pas encore beaucoup de foyers équipés à cette époque-là, mais on l'a appris après par le bouche à oreille, par des journaux qui ont repris le texte qui n'a d'ailleurs jamais été enregistré. Les Anglais ont oublié d'enregistrer cet appel, et celui qu'on entend au mémorial, c'est un appel postérieur. Eh bien, il joue un rôle très très important pour soutenir le moral des populations européennes qui sont sous le joug allemand, en particulier françaises. Hein. Elle joue un rôle sur ce plan-là. La radio joue aussi un rôle très important vis-à-vis de la résistance. Je pense notamment à tous ces messages codés qui étaient destinés à tel ou tel groupe de résistance et qui annonçaient, la plupart du temps, une opération aérienne, un parachutage d'armes, très souvent, ou le parachutage d'un agent, avec des messages surréalistes du type de celui qui a été
émis pour un parachutage qui a eu lieu près de Falaise et qui était le suivant: le serpent chauve devient Zazou. Vous voyez le genre d'exemple, et il y en a des dizaines comme cela. Donc la radio a joué un rôle très très important, plus au cours de la Seconde Guerre mondiale bien sûr, mais c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, oui. C'est pas un hasard d'ailleurs si les opposants au général de Gaulle l'appelaient le général micro. Oui. Ouais, oui. Absolument, oui. Très bien. Et peut-être pour conclure, si jamais il n'y a pas d'autres questions sur cet échange, j'avais envie de vous proposer une petite abstraction, un petit exercice de la pensée. Je ne sais pas si ça va être vraiment possible, vous y avez déjà en partie répondu, mais c'est dans une certaine uchronie où la radio n'aurait jamais existé, histoire de se rapprocher un peu des destins de l'armée des ombres. C'est qu'aurait été la résistance en l'absence de radio? La résistance aurait tout autant été active et été présente, hein, ça c'est évident. Donc très, très vite, ils se sont saisis de ce moyen-là. La propagande, c'est un des instruments de la propagande qui a été utilisé par tous les régimes politiques et qui continue de l'être, bien sûr, sous toutes les latitudes. Hein. Ça, c'est évident. Il y a toujours, excuse-moi, Franck, il y a l'esprit de résistance a précédé la radio. De toute façon, il y a, avant l'invention de la radio, il y avait déjà des gens qui avaient l'esprit de résistance. Il y a eu de la résistance à la Révolution, il y a eu la résistance à certains mouvements, de toute nature qu'ils soient, etc. Donc la radio a été un support pour les résistants, mais aussi, comme l'a dit M. Fournier tout à l'heure, a permis au régime de Vichy, par exemple, de faire de la propagande. Et souvenez-vous de l'utilisation par Hitler et les nazis de la radio en Allemagne. Terrible. Oui, pour compléter, effectivement, on a tous cette idée rêvée de l'appel du 18 juin qui est écouté dans pratiquement tous les foyers recueillis. Et ensuite, la montée en puissance de la résistance, c'est vraiment de l'imagerie populaire. Mais moi, dans ma profession, j'ai rencontré quantité de Français libres ou de combattants volontaires de la résistance, c'est-à-dire ceux qui faisaient la résistance de l'intérieur. Et tous ceux qui ont rejoint De Gaulle d'une façon ou d'une autre, soit physiquement ou soit dans des organisations de résistance. Sur le nombre, j'en ai vraiment rencontré un qui a entendu l'appel. Il était vraiment, il faisait partie des quelques-uns. Et franchement, la plupart des résistants ont découvert l'appel au moyen des affiches qui étaient placardées, ou alors on leur en a entendu parler. Vous avez certainement entendu parler de Léon Gauthier, par exemple, qui est un peu notre héros de la France libre, qui a débarqué le 6 juin 1944 avec le commando Kieffer à Colville-Montgomery, un héros du 6 juin, qui habite à Ouistreham, non loin de là. Donc je vous engage à aller visiter son musée du numéro 4 commando à Ouistreham. Et Léon Gauthier, lui, comme beaucoup, il a appris l'existence de la France libre par des Anglais qui lui ont dit « mais tu sais que... » Vous savez qu'il y a un général français qui a pris la parole. Ah bon? Mais lui, il avait déjà dans la ferme intention d'aller se battre aux côtés des Britanniques. Alors, pour ma part, j'ai une dernière question. Tout à l'heure, vous avez évoqué le résistentialisme. Et je voulais vous demander, à tous les trois, jusqu'à à peu près la génération 68, on était dans une logique, du coup, comme vous l'avez dit, de résistentialisme. Puis on est passé dans une logique, excusez-moi le terme, mais de tous pourris, où une grande majorité de la population de 68 accusait leurs prédécesseurs de collaboration. Dans quel état vous pensez qu'on est actuellement? Est-ce que vous pensez qu'on est arrivé à un juste milieu ou qu'on retourne à une valorisation à juste titre de la résistance? Non, je crois que... Bon, le terme que vous utilisez est excessif, tous pourris, non. C'est vrai que je crois qu'on a énormément progressé dans la connaissance de la résistance aujourd'hui. Et qu'on parvient à faire, les historiens, on a fait d'énormes progrès, au plan national comme au plan régional et local, sur la connaissance de la résistance. Je crois qu'il faut se garder de minorer ou d'exagérer l'un et l'autre.
On a exagéré en effet après la guerre le rôle de la résistance, très certainement. Et puis à un certain moment, on l'a minoré. Il y a eu le célèbre film Le Chagrin et la Pitié qui a évidemment donné un grand coup de canif dans cette image-là. Et c'est tant mieux. Maintenant, on revient à quelque chose de beaucoup plus équilibré. Les femmes et les hommes qui se sont engagés dans la résistance, c'était le plus souvent des gens ordinaires. Peut-être vous surprendre de ce que je vous dis, mais des gens qui, mis dans un certain contexte, se sont révélés. Se sont révélés à eux-mêmes, parfois même. Il fallait énormément de courage pour pouvoir se lancer dans une telle aventure. Il y a des tas de raisons qui peuvent expliquer ça. Ça serait trop long de les exposer ici. Mais c'était des hommes et des femmes qui ont été ordinaires et ont eu un comportement extraordinaire. Avec, comme aujourd'hui, leurs bons et leurs mauvais côtés, avec leurs qualités et leurs défauts. Hein. C'était des hommes et des femmes, je vous dis, qui... et je crois qu'il faut revenir insister sur cet aspect-là de la résistance. Alors, on entend parfois, qu'aurions-nous fait à leur place? C'est une mauvaise question, une fausse bonne question, on n'en sait rien, on ne peut pas dire les choses. Néanmoins, ce que j'observe, c'est que le mot résistance, avec les attentats qui endeuillent et continuent d'endeuiller, vous voyez ce qui vient de se passer en Somalie, reste tout récemment, le mot résistance, c'est le premier qui est venu dans la bouche des gens, des journalistes, des commentateurs, à l'issue des attentats qui ont eu lieu en France et à l'étranger. C'est vrai qu'il faut résister à l'oppression d'où qu'elle vienne. Et ça, c'est un message qui fait que entrer en résistance, c'est une action qui reste tout à fait d'actualité. Hein. C'est ça qui est important. Il faut résister à l'oppression. Alors on peut le décliner sur différents tons, le dire de différentes façons. Hein, je pense au petit opuscule de cet ancien résistant « Indignez-vous ». Hein, Stéphane Hessel, pour le nommer, qui disait pas autre chose, il le disait à sa manière. Son petit opuscule a eu un retentissement mondial. Il a été traduit dans je ne sais combien de langues. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, il faut être attentif à tout ça. Il faut être attentif à préserver nos libertés, à préserver notre démocratie et résister s'il y a des atteintes, d'où qu'elles viennent encore une fois, et quel que soit leur niveau, à ces valeurs qui nous rassemblent et auxquelles nous restons toutes et tous très attachés. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce message. On arrive à la fin de l'heure qu'on s'était allouée. Du coup, je vais amorcer des remerciements. Merci Monsieur Fournier pour votre présence et votre expertise. Merci Monsieur Nicole d'avoir répondu à nos questions. Et merci Monsieur Lecomte d'avoir improvisé des réponses en question. Stop. Ezekiel 25:17. Do you know my poetry? You see, in this world, there's two kinds of people, my friend. Et c'est donc au tour de Maxime pour sa chronique cinéma. Merci beaucoup Clément, toujours aussi à l'aise, ça fait plaisir. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un film. Je voulais faire le jeu où je vous fais deviner le titre en le francisant, mais il est en français et en anglais ça n'aurait pas donné grand chose. Donc je vais vous parler de La Grande Illusion aujourd'hui. Donc La Grande Illusion de Jean Renoir, c'est un film sorti en 1937 et cette date est importante. Pourquoi ? Parce que si on compte correctement, nous sommes 2 ans avant la Seconde Guerre mondiale, 1937, 2 ans avant 1939, voilà. Et il s'agissait sans doute d'un des films les plus politisés de cette année 1937. Mathieu est content. En tout cas, plus que Laurel et Hardy au Far West, en tout cas. La Grande Illusion se passe pendant la Première Guerre mondiale et raconte le destin de soldats français capturés par les Allemands, enfermés dans un fort et qui tentent de s'échapper. Sauf qu'en fait, cette formulation qui crée soudain une certaine image dans votre tête, sans doute violente, sans doute dure psychologiquement, n'a rien à voir avec le film. Mais alors rien à voir. En fait, dans le film, c'est cool. Les Français sont enfermés pendant des mois, certes, mais ils sont traités avec un grand respect par les Allemands. Tout le monde est cordial, on mange bien, on fait la fête, et finalement, Allemands ou Français, c'est vraiment pas ce qui compte. Mais alors, pourquoi tente-t-il de s'échapper de ce fort ? Eh bien, parce que ça sert à ça, une prison. Un terrain de golf sert à golfer, un terrain de tennis fait à faire du tennis, une prison sert à s'échapper. C'est de l'entraînement, c'est du sport, c'est génial. Surprenant, n'est-il pas ?
C'est là une vision de la guerre à milieu de celle qu'on imagine, et très certainement à milieu de la réalité, ça c'est sûr. Et là, il y a une grande partie de l'intérêt du film. Si on ne se penche pas plus en avant sur le message et qu'on veut juste passer un bon moment, c'est que nous sommes tellement marqués par l'imagerie de la guerre que toutes les situations sympathiques de ce film sont dégoulinantes d'absurdité. Certains dialogues sont hilarants juste parce que c'est une rupture avec tout ce à quoi on pourrait s'attendre. Chaque risque pour les protagonistes est désamorcé avec une facilité qui n'aura de cesse de nous surprendre. Ceci dit, d'un point de vue technique, le film est impressionnant, surtout au niveau de son rythme. Le film dure un peu moins d'1h30 et les scènes sont assez courtes et leurs plans s'enchaînent rapidement. Rapidement pour l'époque, bien sûr. Rien à voir avec les montages actuels, mais c'est déjà surprenant de voir une mise en scène aussi dynamique. Je m'y connais pas énormément dans le cinéma, comment dire, un peu vieux, mais quand je vois le montage du fameux Magicien d'Oz qui sort pourtant 2 ans après, je trouve qu'il y a une nette différence de rythme en faveur de la Grande Illusion, qui vieillit parfaitement bien à mon goût. Pour moi, c'était Citizen Kane 4 ans après qui avait redéfini les standards rythmiques de l'époque, mais en fait, j'avoue que j'en sais rien. J'aurais souhaité parler de Renoir, tout ça, de comment cette œuvre s'inscrit dans sa filmographie, mais je n'ai vu que celui-ci dont je parle actuellement. Le film est d'une richesse assez incroyable au niveau de son propos. Déjà, le plus évident, c'est une œuvre pacifiste, mais un point tel que j'ai jamais ressenti un tel pacifisme après un film, et surtout de manière aussi efficace. On rigole et on abandonne toute pensée belliqueuse. Du moins, c'est ce que j'ai ressenti. J'en profite ici, j'aimerais partager une réplique majestueuse du film qui arrive pourtant au début. C'est quand les Français arrivent dans un camp allemand, il y a l'un de nos compatriotes français qui dit c'est la guerre, mais on peut la faire poliment. Il y a aussi une réflexion sur la Seconde Guerre mondiale qui est en train de frapper la porte à la sortie du film, puisqu'il montre la différence entre un conflit patriotique, la Première Guerre mondiale, et un conflit idéologique, en y insufflant une réflexion sur la lutte des classes. Quelque chose qui me fascine sur ce film, c'est la dimension empathique du cinéma. J'ai tout le temps l'impression que le cinéma est un générateur d'empathie et ce film m'a fait cet effet. Voir cette camaraderie saugrenue en ce contexte entre Allemands et Français m'a instantanément fait ressentir plus proche de ce pays voisin. Non pas que j'avais un problème avec l'Allemagne, c'est pas ça, j'avais une indifférence envers ce pays due à ma méconnaissance de ce dernier, comme avec sans doute plein de pays du monde. En fait, je me suis surtout senti plus proche de tous les êtres humains, puisque le film insiste sur l'absence de réelles différences, des différences qui nécessiteraient une guerre, entre les habitants de différents pays. Certes, on voit la balourdise française opposée à la rigidité allemande, mais ces différences sont aimables finalement. C'est un vrai plaisir de voir ce qui oppose légèrement quelques peuples. Et je pense que c'est quelque chose qu'on ressent à chaque fois qu'on suit les aventures de créatures cinématographiques, anthropomorphiques. On se rapproche un peu plus de nous-mêmes, un peu plus de l'humain. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur La Grande Illusion. Je vous invite vraiment à le découvrir par vous-même. C'est cool de mater des vieux films pour pouvoir se la péter après. Mais après, il faut pouvoir les mater, il faut avoir la patience, parce que des fois on s'ennuie un peu. Là, c'est vraiment facile à mater, quoi. Vu que c'est ultra rythmé, on s'ennuie pas. Merci beaucoup Maxime pour une chronique cinéma de toute qualité, comme d'habitude. Merci à toi Clément de m'avoir introduit et d'avoir fait ma petite conclusion. Voilà. Si personne n'a rien d'autre à ajouter. Moi, j'aimerais ajouter que c'était quand même très beau et que t'avais l'air super apaisé en nous parlant de ce film. Ça fait plaisir à voir. Merci beaucoup. Bon je pense qu'on va passer à la chronique jeux vidéo dans un petit instant, présentée par Hugo Adam qui va nous dire de quoi il parle. Parlons de jeux vidéo. De design, de gameplay, de narration. Donc maintenant on a une chronique de Hugo Adam qui nous parle, si je ne m'abuse, d'un jeu vidéo d'Ubisoft, lequel ? Soldat inconnu, mémoire de la Grande Guerre, pour encore une fois rester dans le thème. Et donc, ravi déjà de vous retrouver pour cette nouvelle chronique jeux vidéo. Mais aujourd'hui, ça sera une chronique un peu spéciale sur le thème de la Première Guerre mondiale, à l'occasion de cette émission qui était tout à fait spéciale elle aussi, pour cette belle initiative qu'est la mission du centenaire. Alors comme il me fallait un jeu qui parle de la Première Guerre mondiale et que j'avais pas beaucoup de temps et pas beaucoup d'idées, j'ai décidé de faire dans la facilité et de vous parler de Soldat inconnu, mémoire de la Grande Guerre. Alors, Soldat Inconnu est un jeu développé et édité par Ubisoft de Montpellier, sorti le 25 juin 2014 sur PC, Xbox One et PS4. C'est un jeu d'aventure et d'énigmes tout à fait basique qui cherche à se faire distinguer non pas par son gameplay mais plutôt par son ambiance, son histoire, ses personnages, etc. Car le but de Soldat Inconnu n'est pas franchement de chercher à nous divertir, mais plutôt de nous instruire sur la réalité de la guerre. Le jeu utilise le moteur graphique UbiArt Framework qui a pour particularité de fonctionner qu'avec des dessins faits main et qui donne un rendu très bande dessinée au titre. On contrôlera au fil de l'aventure 5 protagonistes différents. Émile, le poilu rappelé de force à la guerre. Karl, le beau-fils d'Émile, qui combat du côté allemand. Freddy, le légionnaire américain souhaitant se venger pour la mort de sa femme. Anna, une secouriste belge dont le père a été capturé. Et enfin Walt, le chien secouriste.
Le destin de ces 5 personnages vont bien sûr se croiser et s'entremêler, décrivant de relations profondes entre les personnages. Cependant, dans ce jeu, nous décrivant l'horrible réalité qu'était celle de la guerre, on ne tue pas. On essaye au moins de survivre et d'aider avec des énigmes et quelques casse-têtes qui parsèment notre aventure. Le jeu a une réelle vocation pédagogique, puisqu'au fur et à mesure que vous avancerez dans le jeu, des notes et des informations supplémentaires se débloquent et vous donnent encore plus de détails sur de vrais soldats qui ont existé, sur comment tel ou tel objet était utilisé pendant la guerre, quelle était la place des animaux, etc. On avance donc dans ce jeu plus avec l'envie de découvrir la réalité de la guerre et les destins de nos personnages qu'avec l'envie de jouer à un divertissement. Le jeu est un hommage, un éclat d'histoire qu'il serait dommage de rater, surtout pour son prix dérisoire par rapport à la qualité du titre. Je suis totalement d'accord. Et c'est typiquement le genre de jeu qui me fait dire qu'il faudrait vraiment développer davantage l'utilisation de jeux vidéo dans l'éducation, quoi. Même si là, en soi, on apprend plein de petits détails, mais ça va pas nous servir à réviser nos cours d'histoire, quoi. Mais il y a tellement à faire, quoi, sur les jeux vidéo et l'histoire. Quand je pense, tu sais, moi, quand ils avaient annoncé Assassin's Creed Unity sur la Révolution française, j'étais hyper content, et en fait, c'était rien du tout. Douche froide. Voilà, donc. Mais vraiment, il y a quelque chose à développer, surtout avec les technologies qui permettent toujours une plus grande application, quoi. Un jeu vidéo, c'est un moyen comme un autre de raconter une histoire, au fond. Donc toutes les histoires, toutes les leçons sont bonnes à appliquer. Et donc un moyen de raconter l'histoire avec un grand H. Oh, quel magnifique Merci. jeu de mots. Moi j'ai une petite question. Alors je vous présente Jules Charvel qui vient d'arriver. Encore le jingle. En fait, ce serait pour savoir, il est sorti sur quel support? Alors sur PC, PS4, Xbox One et sur portable aussi. iOS et Android. Il est sur PS3 également. PS3 également. J'y ai joué sur PS3 personnellement. PS3 également. Oui, Clément. Et oui. À quelle occasion? C'est en 3ème. Est-ce que ça t'intéresse réellement? Non, je sais pas. Parce que moi, c'est un jeu, j'en ai entendu parler partout, mais je connais très peu de gens qui y ont joué en fait. Bah, en fait, j'étais dans mon stage de 3ème avec mon tuteur de stage qui était tout sauf un tuteur de stage qui me disait bon, bah, vas-y, j'ai une console, amuse-toi. Et du coup, genre, je regardais ces jeux parce que bah, Far Cry, ça va 2 secondes quoi. Ouais. Et du coup, j'ai trouvé ça, il m'a fait ah, vas-y, c'est trop bien et tout. Du coup, j'y ai joué et effectivement, c'était complètement différent, surtout quand tu viens de Far Cry si tu veux. Donc, ouais, c'est un peu dur. Moi, je me souviens des vidéos que j'ai vues. L'ambiance. Bah, le tout début, surtout avec le personnage d'Emile, justement, il me semble que tu passes d'un. Il me semble que t'as son petit scénar, t'as son petit speech où il est rappelé, justement. Puis après, ça m'avait un peu marqué d'ailleurs, parce qu'il y a une scène où t'es dans une prairie verdoyante et tu dois. Je sais plus ce que tu dois faire. Il me semble que tu dois récolter des choses, mais t'as des vagues d'ennemis qui passent en même temps. Enfin. Mais ouais. C'est dans un décor complètement je sais pas comment. Ouais, mais d'ailleurs. Vraiment vert clair, quoi, pas naturel. Justement, sur les décors, moi, c'est un truc qui m'avait marqué quand j'avais vu les images du jeu vidéo, pas du film. C'est qu'en fait. Oui, bonjour, je suis la critique ciné. Quand tu peux pas juste faire un jeu vidéo en soi qui raconte l'histoire, faut quand même qu'il y ait une portée artistique. Et moi, ce qui m'impressionnait beaucoup dans le jeu, c'était vraiment cette ambiance fin du monde, quoi. Et c'est quelque chose qui me touche beaucoup. La musique aussi aide beaucoup. Hein. Ouais, j'ai des souvenirs de la musique, elle est magnifique. C'est quelque chose qui me touche beaucoup, c'est que finalement, pour nous aujourd'hui, qui sommes complètement déconnectés de ces soldats et tout, c'est très difficile d'avoir une empathie vraiment forte pour ce qu'ils ont vécu. En tout cas pour moi, hein, mais on n'a pas un lien direct, donc on n'est pas envahi. Mais en fait, c'est surtout pour la Seconde Guerre mondiale. Je pense aux gens qui sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Lorsqu'ils sont morts, ils ont dû avoir l'impression de mourir devant la fin de l'humanité, quoi, en voyant ces conflits d'ampleur mondiale, de déshumanisation, et je pense que ça a dû être une sensation vraiment horrible, quoi. Et ce que tu dis sur la Première Guerre mondiale, moi je suis pas forcément d'accord avec toi. Ouais. Je trouve que, enfin encore une fois c'est mon point de vue, mais je trouve que c'est une image beaucoup plus, on retient beaucoup la Seconde Guerre mondiale et on oublie un peu les poilus, parce qu'on est toujours là en mode les pauvres et tout, mais c'est quand même une image de la France qui est qu'on n'a pas du tout pendant la Seconde Guerre mondiale, l'image combattante, quoi. Même si tout le monde est là en mode putain de guerre, guerre de merde, ça, je trouve ça reste quelque chose d'assez fort. Et pour les soldats, je trouve que la Première Guerre mondiale était plus réglo que la Seconde, on va dire. Ouais. Il y avait... C'est ce que je disais sur le Renoir, c'est que c'était un conflit patriotique ouais, c'est ça. Et pas idéologique. C'est ça. Donc on n'était pas dans El Aniquilamiento. Ouais, puis même, si tu regardes toutes les œuvres qui ont été faites sur la Première Guerre mondiale, moi je les trouve beaucoup plus touchantes que certaines qui ont été faites sur... Ouais, c'est pas faux.
que certaines qui ont été faites sur la seconde. Bah, j'avais hésité à présenter Les Sentiers de la Gloire de Kubrick et effectivement, c'est vrai que je sais pas trop pourquoi. Cette Première Guerre mondiale a quelque chose de très touchante. Il y a un espèce de vraiment de tournant, une désillusion de la vie, quoi, mais qui est lié aussi à tout le contexte de l'époque idéologique, avec la montée du nihilisme, où on se rend compte que peut-être que nos vies n'ont aucun sens et tout. Et ouais, ça crée quelque chose de très dur en fait. Donc c'est pas faux. Je pense qu'on est plus touché par la Première Guerre mondiale que par la Deuxième, peut-être parce que autant pour la Deuxième Guerre mondiale, on nous donne une sorte d'antagoniste réellement, qui était Hitler et les nazis, alors que dans la Première Guerre mondiale, t'as pas de personne sur réellement qui te focalise. Carrément, ouais. Justement avec le genre d'anecdote type le Noël que c'est ça. l'ensemble. C'était juste vraiment deux nations et pas un mec qui a, je sais pas, qui a mal mangé ce matin et qui a décidé que ça y est, il allait tout foutre en l'air, quoi. Ouais, ça s'est sûrement passé comme ça. Oui, bah, bien sûr. Donc bon, bref, merci beaucoup. On va pas poser la question de quelle est la plus touchante entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, ça serait peut-être un peu absurde. Sinon, Monsieur Fournier va revenir et nous mettre une balle de calibre 43. Je serais un petit peu gêné. Mais bon, merci beaucoup. Je trouvais la question quand même un peu intéressante. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'aimerais dire en fait que c'est déjà la fin de cette émission, mais je pense pas qu'on puisse le dire parce qu'on est là déjà depuis presque 1h30, même si l'enregistrement fait qu'1 heure. Ouais. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette émission un petit peu particulière, l'interview, tout ça, et nos petites chroniques qui viennent juste se greffer à cet ensemble. Et je vous remercie énormément d'avoir écouté. On va devoir conclure maintenant. Je remercie Hugo Adam qui s'occupait du matos. Mais de rien. Ah, il va falloir t'arrêter de me remercier. Non, mais depuis le début de l'année, je sais pas si tu le sais, hein, mais j'essaie de débloquer un salaire pour toi. Je négocie avec le CPE pour qu'il te verse 15 € par mois. Venez à la radio, vous ferez de la thune. Je remercie aussi Clément pour ses questions. On sait toujours pas pourquoi il est là, mais il est là. Ça me fait plaisir. Et je remercie le public à qui il est arrivé d'intervenir. Je remercie Juliette, je remercie Jules, je remercie Mathieu, Mathéo et Octave. Et je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Salut.